Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 27. Dans la peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement dans le neutral. Une petite pensée toute particulière pour Coder et pour tous ceux qui, comme lui, sont en période d'examen. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Alira, qui est la première et seule d'ailleurs école en France à dispenser une formation certifiante dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies. Alors concrètement, ce qu'il faut retenir avec Alira, c'est que l'école propose une formation à distance accélérée en 12 semaines seulement, proposée et dispensée par des experts de leur domaine. Vous aurez le choix entre 3 cursus. D'abord un cursus plus orienté sur le développement, donc apprendre à coder sur la blockchain, développer des smart contracts, etc. Un cursus orienté sur le consulting lié à la blockchain et puis un cursus orienté sur la finance décentralisée. Évidemment, vous aurez des cours qui sont parfaitement à jour, construits en collaboration avec plus de 100 entreprises partenaires et déjà bien implantées dans le domaine de la blockchain. Et d'ailleurs, cette formation est également finançable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des subventions via Pôle emploi ou via votre CPF pour pouvoir vous aider à financer cette formation chez Alira. Ben voilà, si ça vous a intéressé et que vous souhaitez ou que vous songez à prendre un virage dans votre vie professionnelle, n'hésitez pas, renseignez-vous très sérieusement sur Alira. Ça vous aidera en tout cas à partir du bon pied dans le monde de la blockchain. Il y a quand même une vidéo qui est assez explicite, même si elle prouve pas grand-chose. Alors la vidéo, en fait, il y a des coupes dans tous les sens. C'est ça qui me chagrine. Tu vois, si c'était une vidéo d'1 heure qu'il avait mis en place et sans coupe, sans rien. Alors la vidéo, elle montre l'avocat de Roche Friedman qui a été filmé. Est-ce que c'est à son insu? Est-ce que c'est pas à son insu? J'en sais rien. Qui représente, on va dire, Avax et qui dit clairement, bah écoute, nous, on a un partenariat secret avec Avax. On a droit à 1% de la supply de Avax. Pour ces 1% de Avax, on attaque en justice toutes les blockchains concurrentes. Toutes les attaques faites contre les blockchains de la part de Roche Friedman, et bah c'est juste pour pousser Avax en avant. Ouais, mais alors au-delà d'aller essayer de nuire aux concurrents, il y avait quand même dans l'idée aussi d'attirer les régulateurs sur d'autres plateformes. En gros, c'était occuper toute la régulation sur d'autres acteurs, histoire qu'ils ne s'occupent pas d'Avax, et de l'autre côté, nuire à ses concurrents directs pour que ça profite à Avax. Et avoir accès aux dossiers confidentiels de Solana, tu vois, des autres. Ah oui, non, mais ça c'est très drôle. Mais le mec, c'est un génie. C'est machiavélique. Il a mis sur LinkedIn ou je sais pas, sur ses réseaux sociaux, expert crypto. Et le mec dit, bah écoute, ouais, je suis un expert crypto parce que quand je lance une attaque contre une blockchain ou contre une entité, et ben on a droit à faire ce qu'on appelle une discovery. Et ça permet d'avoir accès à des données confidentielles de la plateforme, des données dont personne n'a accès. Et moi, quand je dis ces données, bah, je suis un expert parce que c'est des données que personne ne connaît. C'est démentiel. Et de pouvoir développer au mieux la blockchain. Incroyable histoire. Alors maintenant, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça n'est pas vrai? On n'en sait trop rien pour l'instant. C'est vraiment au stade de la Ou est-ce que c'est lui qui parle, mais de peut-être d'autres choses, ou j'en sais rien. Moi, ils ont fait un medley pour que ça colle à la narration, au thème, je sais pas, ouais. C'est encore, c'est un peu tôt encore pour se prononcer véritablement. En tous les cas, Avax perd 7%. On ne sait pas trop si c'est à cause de cette news ou si c'est suite au marché baissier. Le CEO d'Avax s'est exprimé très vite, contrairement à certains qui ont fait des morts, tu vois. Le CEO d'Avax disait, non mais attendez les gars, c'est démentiel. Vous n'allez pas croire des rumeurs pareilles, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on se concentre sur notre travail. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait un mème qui disait, oui, nous, on n'a rien à voir, Avax. Par contre, nos avocats... Allez, bah ouais, non mais en soi, l'histoire quand tu la vois, moi je vais donner mon avis, elle est loin d'être si folle que ça. De la part d'Avax, je trouve ça assez intelligent, dans le sens où, même si c'est machiavélique, et bah pour les raisons que vous avez données, c'est-à-dire que les régulateurs n'aient pas l'attention sur Avax, qu'ils soient concentrés ailleurs, je trouve ça assez malin. Par contre, si c'est avéré vrai, la retombée médiatique et l'image qu'ils vont avoir suite à cela, ça va être assez dégueu. En attendant, justement, on va parler de la réaction du PDG d'Avalab qui dément en fait les affirmations de CryptoLeaks. Il parle même de théorie du complot absurde. Donc, très rapidement après les déclarations, le CEO d'Avalab a déclaré notamment sur son compte Twitter officiel: comment peut-on croire quelque chose d'aussi ridicule que les absurdités de la théorie du complot sur CryptoLeaks? Nous ne nous lancerons jamais dans un comportement illégal, contraire à l'éthique et tout simplement mauvais, comme le prétendent ces vidéos et ces articles provocateurs. Notre technologie et d'autres équipes parlent d'elles-mêmes.
Maintenant, je trouve ça plutôt logique qu'ils démentent, que ce soit vrai ou pas, dans tous les cas. Il y avait peu de chances qu'ils mettent dans un tweet, oui c'est vrai, j'ai bien essayé d'attaquer par ego mes concurrents ainsi que les acteurs importants du marché. Par contre, un autre tweet super intéressant, c'est celui du CEO de Binance, à savoir CZ, qui déclare: c'est dingue, je ne sais même pas si c'est vrai. En supposant que les vidéos ne sont pas totalement truquées, et bien sûr Binance était une cible, nous ne sommes pas un concurrent. Ensuite, ici sur Coindesk, Bitcoin.com, pardon, on nous parle du merge sur Cardano, pas du merge, pardon, mais du Vacil Hard Fork. En gros, je crois qu'il y a 80% des nodes là qui sont déjà sur la nouvelle version. Donc globalement, le hard fork est vraiment imminent sur Cardano. Cardano d'ailleurs qui a bien, je trouve, qui a bien résisté sur cette baisse là. Donc on voit qu'on est plutôt ici sur Cardano potentiellement sur une structure accumulative. Voilà, donc à méditer parce que ce hard fork est vraiment intéressant en termes de fonctionnalité sur Cardano. Ensuite, on passe sur Money Radar au niveau de l'Italie, très intéressant. Thread, les hedge funds attaquent la dette italienne, très intéressant ce qu'on a là. L'Italie qui est confrontée à un cocktail toxique de dette excessive, de démographie médiocre et d'instabilité politique, une aubaine pour les hedge funds qui en profitent de l'inflation. La crise italienne expliquée, il explique très bien, Money Radar qui nous explique très bien en un petit thread de Twitter un peu comment ça se passe. Alors, il rentre pas dans les détails, etc. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont dites et c'est assez impressionnant comme les hedge funds viennent en fait, si vous voulez, profiter en fait de cette faiblesse au niveau de l'Italie pour parier contre l'économie de l'Italie. Il y en avait déjà un tweet de Financial Times qui disait que on a une valeur totale des obligations italiennes empruntées par les investisseurs pour parier sur une baisse des prix en fait. Et ben ça atteint un plus haut niveau depuis janvier 2008, c'est-à-dire qu'en gros les hedge funds parient contre les obligations italiennes. Donc en fait ils parient contre, si vous voulez, un peu entre guillemets l'économie italienne. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que on a quand même 39 milliards qui sont sur la vente à découvert de la dette italienne. C'est quand même pas mal, c'est quand même beaucoup. Et en fait, on a une situation d'Italie qui est pire que la situation de la Grèce qu'on a vue en 2012. Rappelez-vous la grosse crise qu'avait connue la Grèce en 2012. Donc on a une situation qui est encore pire que celle-là. Et donc c'est très compliqué. Et surtout, en plus de ça, c'est que on a un problème. Je sais pas si c'est vraiment un problème, mais on a un fait qui est que l'Italie fait partie de l'euro. Et dans l'euro, on a des bons élèves comme l'Allemagne qui vont permettre d'avoir une inflation qui va être assez faible parce que eux, ils ont pas fait n'importe quoi au niveau de leur dette, alors que l'Italie, eux, ils ont énormément endetté. Et du coup, forcément, ils vont pas être un très bon élève au niveau de l'Europe par rapport à la dette. Et donc, forcément, ça crée des tensions parce que eux, l'Allemagne, qui font très attention depuis des années et qui doivent du coup indirectement subir un peu ce qu'ont fait les pays comme l'Italie, qui sont du coup beaucoup plus tranquilles au niveau de ce qu'ils ont mis en place par rapport à la dette, à l'inflation, tout ça. Donc, c'est compliqué comme situation et ça peut apporter aussi quelques tensions, que ce soit au niveau de l'Italie et même des autres pays qui sont un peu réticents par rapport à ça. Il n'y a pas que l'Italie, il y a pas mal de pays aussi qui sont dans ce cas-là au niveau de l'euro. Donc, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, si on doit parler de la France est plutôt un bon élève. J'avais vu une vidéo, il me semble c'était Grand Angle qui en parlait, il me semble, où en fait il expliquait que la France s'en sort plutôt pas trop mal. Ils sont pas aussi bons élèves que l'Allemagne dans l'Europe, mais ils sont au-dessus de la moyenne de l'endettement de la plupart des pays en Europe. Et du coup, on est plutôt bien situé par rapport à ça. Ce qui est plutôt une bonne chose pour nous en tant que Français. Après, voilà, comme d'habitude, si on prend du recul avec l'Europe, ça devient un peu plus compliqué. Ensuite, on a une étude de Study.com qui révèle que 64% des parents américains souhaiteraient que leurs enfants étudient les cryptos à l'école, mais ils sont seulement 25% à vouloir intégrer les NFT dans le programme scolaire, montrant ainsi que la population ne comprend pas vraiment que crypto et NFT sont difficilement dissociables. Et finalement, toujours aux USA, on a une étude de Pew Research qui révèle que 46% des propriétaires de crypto ne sont pas satisfaits de leur investissement, alors qu'ils sont juste 15% à reconnaître que leur investissement a dépassé leurs attentes. Journalicon qui nous dit pour finir qu'en attendant The Merge sur Ethereum, les baleines transfèrent en masse leur ETH sur les plateformes. Je te laisse l'article, il est très bien écrit. En gros, les baleines ramènent de l'ETH, c'est pas pour décorer les échanges, c'est pas pour faire joli, c'est parce que lorsque le Merge va sortir, que Vitalik qui va filmer va faire « Ouais, le Merge est sorti, ouais, on est les meilleurs, vive l'ETH » et tout le monde, les ETH maximalistes, là, les ETH fanboys, ils vont faire « Ouais, vive l'ETH, on est les meilleurs, ouais » et les baleines, ils vont faire « Pim !» Celle bra moins 30% de la troll et tout le monde va être mon ETH voilà,
Et on passe tout de suite à l'actu suivante qui concerne cette fois-ci la mise à jour de l'Ethereum qui pourrait affecter donc les stablecoins mais également la DeFi. Pour rappel, le 15 septembre devrait arriver la plus grosse mise à jour de l'histoire de l'Ethereum. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur ce qui va se passer et quel impact ça pourrait avoir. On a également d'autres infos qui arrivent en flot continu. Et cette fois-ci, elles proviennent notamment donc d'un rapport de Dabradar qui déclare que les émetteurs de stablecoins, donc notamment l'USDT et l'USDC, soutiennent la fusion, mais qu'on pourrait avoir d'éventuels problèmes qui sont dus justement à cette fusion. À l'heure actuelle, l'USDC est le plus grand stablecoin qui est garanti par le dollar et présent donc en même temps sur l'Ethereum. Il a actuellement quelques 45 milliards de dollars de capitalisation. Donc concrètement, le type de problème qu'on pourrait avoir, c'est que durant la transition de l'Ethereum vers le Proof of Stake, ça pourrait ralentir donc les temps de transaction et créer donc des perturbations des différents services, notamment des prêts sur la DeFi. Et ce qui pourrait même faire à court terme donc chuter la valeur des stablecoins et réduire les pools de prêts sur la DeFi. On a également MakerDAO, donc qui est le créateur du stablecoin DAI, qui a souligné d'autres problèmes, comme par exemple le fait que le ST Ether serait susceptible de perdre toute sa valeur pendant le fork de l'Ethereum. Et qu'il faudrait donc faire d'autres mises à jour de la chaîne afin de débloquer les Ethers qui ont été mis en gage sur le contrat de dépôt. Donc quoi qu'il en soit, on ne saura pas ce qui va se passer avant le 15 septembre, mais ce qui est sûr, c'est que ça va avoir un gros impact sur le marché. Si tout se passe bien dans le meilleur des mondes et qu'il y a une belle couverture médiatique, on pourrait avoir donc une forte hausse de l'Ethereum et potentiellement même du marché de la crypto. Mais à l'inverse, qui est même peut-être plus probable, on pourrait également avoir des problèmes systémiques auxquels personne n'a pensé. J'espère en tout cas que ça va pas se transformer en effet domino qui ferait du mal à énormément de projets. Attention aux chiffres économiques qui vont nous tomber dessus aujourd'hui, demain et puis surtout vendredi. Ce sera probablement le juge de paix de cette semaine. Pour l'instant, tout le monde est en train de se dire on a compris ce que Monsieur Powell veut faire. Il va falloir l'accepter. Est-ce qu'on l'a déjà accepté? Grande question, mais pour moi, pour l'instant, on reste quand même dans la configuration never catch a falling knife. On n'attrape jamais un couteau qui tombe. Et puis, de l'autre côté, on arrive dans une période qui est souvent très très stressée. Et quand vous regardez, dernière chose, la volatilité, eh bien, elle est vachement basse par rapport à l'endroit et à la situation dans laquelle nous sommes. Donc, elle pourrait quand même pousser un petit peu à la hausse. Donc, comme vous pouvez le voir, dans les 2 dernières journées, on a eu, on va dire, 2 bougies qui sont vraiment pertinentes. Pourquoi? Parce qu'on a eu ici une petite touchette sur les 0,382 de Fibonacci, donc c'est le premier arrêt. Donc, encore une fois, petite masterclass des Fibonacci pour ensuite faire un nouveau plus haut. Alors, attention, ce nouveau plus haut, on l'attend depuis longtemps. C'est un nouveau plus haut avec une petite mèche, donc c'est pas une bougie qui a clôturé. Donc, on va attendre la session donc US de cet après-midi. On va attendre cette semaine. Voilà, ça ne sert à rien non plus de s'exciter. Mais c'est vrai que le fait d'être passé au-dessus du niveau à break, donc dans des 109.294, c'est pas du tout bullish. C'est tout le contraire. Là, ça nous montre que dès qu'on descend, on rebondit fortement sur les 0,382, on ne va même pas dans la RLZ pour ensuite faire un nouveau plus haut. Donc là, c'est tout le contraire de bullish. Bon, en même temps, pas de secret, avec les annonces de Jérôme Powell, on pouvait pas voir le contraire. Donc là, les risk-on prennent très très cher et je pense que c'est que le début. Mais bon, vous le savez, je reste assez bearish depuis un bon moment. Après une journée verte, on peut pas déclarer un bottom long terme. Voilà, je précise. Il y en a qui peuvent le penser. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Soit on arrive très tard pour déclarer un bottom, soit il faut un signe de terreur absolue. Voilà, de terreur absolue. On n'est pas dans le cadre d'une terreur absolue. Qu'est-ce que j'appelle terreur absolue? J'appelle terreur absolue un événement tel qu'on a eu par exemple le 13 mars 2020. Ça peut être un événement de terreur absolue, mais aussi les 2 semaines de novembre 2018 qui ont été relativement terrifiants d'un point de vue, voilà. Donc long terme, pour l'instant, on a un momentum qui est baissier, on a des bougies rouges weekly qui sont plus moches que les bougies vertes, et oui, aujourd'hui, je dis pas qu'il faut short, hein, là. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que même si on a un momentum de début de semaine plutôt haussier, si on a un mouvement qui est a priori du côté des acheteurs, et que ça peut continuer encore aujourd'hui, par exemple, aller avoir un Bitcoin monter vers les 20 800, 21 000, pourquoi pas 22 000, ça ne change rien que long terme, enfin long terme en crypto, hein, parce que c'est pas long terme dans les actions. Long terme dans les actions, c'est 10 ans, dans les cryptos, un mois, c'est wow. Donc disons que là, la fenêtre, ce que nous montre le graphique, en échelle de temps semaine, c'est pas beau, c'est affreux. Et il manque la pichenette, le petit tirage de Flamby,
la languette qui fait démouler et qui picote, hein, et pour l'instant c'est pas encore dans le graphique. Donc ça peut se passer par un événement hautement volatile vers le bas, je dirais éventuellement en synchro avec les indices boursiers. Pour l'instant les indices boursiers se portent relativement bien. Comme on voit, le début de semaine est vert, ça veut dire qu'on a commencé avec un gap baissier mais on est en train de le reboucher. Donc a priori pour l'instant jusqu'ici tout va bien, quoi. Donc je dirais voilà, petit momentum de début de semaine haussier voire neutre, hein, et c'est tout, quoi. Je vous remontre ici la capitalisation boursière totale du marché crypto. Ce que le marché est en train de faire ressemble beaucoup à ce qu'il a fait fin 2018, début 2019, après l'explosion de la bulle spéculative ici des traders particuliers, les moins 85% de baisse, et à l'époque une première jambe de rebond qui correspondrait à celle qu'on a eue à l'été, un retracement de 2/3, précédé d'ailleurs d'une sortie du RSI par le haut de la zone de survente et un petit throwback, et nous aurons eu cet été une structure très similaire. Nous aurons eu cet été une structure très similaire. En fait, le débat, je vais mettre maintenant le Bitcoin All-Time History Index. En partant du point bas du crack boursier de 2018, une jambe 1, une 2, une grande 3. Soit ici, on a fait une 4, une 5, et en fait, c'est terminé, on est en bear market. Soit on a eu une 1, une 2, une 3, une 4 en 3 temps A, B, C. La C serait terminée et on repartirait pour une grande 5. Mais pour certains, la C n'est pas terminée, car c'est 5 vagues à l'intérieur. Certains disent 1, 2, 3, 4, 5. D'autres disent 1, 2, 3, 4. Et il manque une 5 qui ramène le BTC à 14 000 $. C'est le débat du moment. Le débat du moment. Est-ce que nous avons fini cette vague C ou sommes-nous simplement à ces 3/4? Donc là, je passe en daily. Donc on se remémore, pattern de retournement. Du coup, là, actuellement, les acheteurs ont un coup à jouer tant qu'on ne rebascule pas sous le plus bas qui était trouvé à 19 500. Donc tant qu'on ne reva pas sous 19 500, c'est aussi vraiment court terme et ce marché peut pousser un petit peu plus. Ok. On fait attention, il y a la trendline ici. À tout moment, on peut se faire rejeter. Et donc ça suivra le momentum baissier actuel. Et là, on ira faire un plus bas. Par contre, si on cède, ça augmente les chances d'essayer de faire la structure ensuite pour vraiment confirmer qu'un bottom a été posé ici et qu'on va revisiter cette zone pour tenter de vraiment la casser pour pouvoir aller plus haut. Si ça se forme, il y aura probablement un marché qui sera dans une phase de retracement pendant plusieurs semaines. Il ne faudrait pas être étonné que le Bitcoin puisse revenir vers 28, 30 000, voire plus au cours des prochains mois. Mais voyez, tout ça, on en est très loin, c'est étape par étape. Niveau order flow, on est toujours en funding très négatif côté BTC, donc pour l'instant il n'y a pas de raison de faire un gros dip, à part les gros dip, j'entends nouveau plus bas, potentiellement un retracement, en tout cas c'est possible parce qu'on est en train de recross légèrement positif. Après on n'a pas vraiment de grosse réouverture de l'open interest. Au niveau des mineurs, donc on attend de voir les mineurs qui ont capitulé, décapitulé, recapitulé. Là, ils décapitulent. Et le H-Ribbon, ça qu'il a allumé. On verra s'ils vont décapituler ou pas. C'est sûr que si on commence à aller chercher les 18, les 17, ils vont commencer à capituler. Dis-toi qu'en dessous des 15 000, des 16 000 $, en dessous des 16 000 $, c'est la morte pour les mineurs. C'est-à-dire la majorité des mineurs, on peut dire même quasi tous, sont en perte, tout simplement. Faudra que je mette une petite icône avec ici la morte. Donc en dessous de 16 000 $, il y a beaucoup de mineurs, bam, ils vont lâcher tout leur Bitcoin et ça va être les enfers. De 16 000 direct aux 12 000 sans passer par la case départ. Les supports résistance historiques font les supports résistance du turfu. Pour l'instant, on rebondit sur le bottom de ce range ici vers les 1408. Et la prochaine résistance, si on prend ici ces ranges parallèles, serait ici vers les, si on monte tout droit, ce serait vers les 1897 $. N'hésitez pas à prendre Ethereum ici en 3 jours et de tirer ces supports résistance, c'est juste magnifique. Pour ceux qui disent qu'il y a des supports résistance tous les 2 mm, 35% de bénéf à faire, 32. Sinon, en 3 jours également, on fait quand même attention à cette résistance rouge qui a fait ses effets dans le passé. On a fait un joli fake out ici à la hausse pour ensuite réintégrer un beach move, comme je les appelle. Et là, pour l'instant, on a les MA20 vers les 1600 $, combiné ici avec la résistance rouge. Ensuite, alors ça, c'est what the fuck.
En gros, Taco Bell et Decentraland, ça existe depuis vendredi, je crois, un truc comme ça, j'ai même pas vu l'info. C'est toujours actuel. Les gens peuvent s'inscrire en fait pour pouvoir se marier dans le métaverse. Donc voilà, il faut aller sur une liste d'attente, il y a des formulaires à remplir et tout, et après vous serez marié dans le métaverse, du coup, officiellement dans le métaverse. Donc pour moi, c'est du grand n'importe quoi, mais écoutez, pourquoi pas, voilà. J'ai juste très peur qu'après les gens en fait s'inventent carrément une vie vraiment décorrélée en fait de la réalité dans le métaverse et qu'ils oublient de vivre leur vraie vie, leur propre vie. Voilà, pour moi le métaverse devrait être au service de la vraie vie et pas la supplanter en fait. Après voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Je voulais maintenant vous parler de NFT et de Facebook. Ils ont fait une mise à jour de leur article du 10 mai sur le sujet où ils disent que maintenant on peut poster sur Facebook et aussi sur Instagram, donc la nouveauté c'est sur Facebook, les NFT qu'on possède. On peut raccorder son wallet, peu importe le wallet que vous avez, ils supportent la plupart, et pouvoir poster ensuite les NFT que vous possédez. C'est nouveau parce que jusqu'à maintenant c'était Instagram, ils sont en train petit à petit d'ajouter les diverses applications de Facebook et rajouter plusieurs fonctionnalités. J'ai vérifié de mon côté, j'ai pas trouvé la fonctionnalité, donc c'est sûrement pas encore disponible partout. C'est en train d'être déployé. Ensuite, on passe à un article de Goku Crypto qui nous dit que Vivi s'associe à Marvel pour lancer des couvertures NFT en édition limitée à l'effigie de Spider-Man et Black Panther. Donc ça va marcher. Bon, j'en sais rien, c'est pas un conseil d'investissement, toujours pareil, mais en général, tout ce qui est Marvel, ça marche très très fort. La plateforme Vivi, c'est une plateforme idéale du coup pour l'achat de ce type de NFT là, de collectibles. Donc ça devrait marcher très très fort. En tout cas, la vente aux enchères se poursuit actuellement et ce jusqu'au vendredi 2 septembre, du coup 14h. Allez checker ça. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.